Je voudrais remercier Robert Hue, Jean-Benoît Harlet et le reste du comité scientifique pour m'avoir invité. Je suis donc un épidémiologiste, un chercheur basé au Royaume-Uni à l'École de santé publique à Imperial College London. Et aujourd'hui, comme Brigitte l'a annoncé, je vais vous parler de l'épidémiologie de la drépanocytose, mais aussi le titre qu'on m'a donné, c'est de se focaliser sur le futur et ce qui risque de se passer dans les années ou les décennies à venir. Donc, voici en quelques minutes mon topo sur l'épidémiologie de la drépanocytose. C'est une maladie largement négligée, vous le savez sans doute tous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes conscient de la drépanocytose, de l'impact de la drépanocytose qu'il peut avoir sur vos communautés locales. Mais si on regarde dans la littérature scientifique ou dans même des articles des médias, on voit que c'est un thème récurrent, que c'est une maladie négligée, sous-financée, mal connue, mal comprise et souvent stigmatisée. Donc, et ce qui m'a frappé en consultant les articles, c'est de trouver un article de Frédéric Galacteros des années 90, des années 90, en 1990, où il disait déjà que la drépanocytose, c'était une maladie du tiers-monde, une maladie négligée. Donc, il y a plus de 30 ans, c'était déjà reconnu comme une maladie négligée. Ce qui a changé, par contre, ce n'est plus une maladie du tiers-monde, c'est une maladie mondiale. Et je vais couvrir ça durant le reste de ma présentation. Donc, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que c'est une maladie tellement négligée? Il y a eu des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu des résolutions qui sont passées à l'Assemblée mondiale de la santé en 2006 avec toute une série de recommandations pour les pays participants qui couvrent des thématiques bien connues qu'on va couvrir aujourd'hui à travers ce forum, de programmes nationaux, de soins d'urgence adéquats, de capacité d'évaluer, de formation, qui est un thème important pour l'hydrépanocytose, de services systématiques de génétique médicale, d'éducation communautaire, de coopération internationale et de soutien de la recherche. Donc pourquoi est-ce que malgré tout, en 2024, c'est toujours une maladie négligée? C'est une maladie qui affecte principalement l'Afrique subsaharienne. On le voit ici, c'est une carte des naissances affectées par la drépanocytose. Ce sont bien sûr des estimations, pas des chiffres spécifiques, et on voit que ça affecte principalement l'Afrique subsaharienne, aussi le Moyen-Orient et l'Inde. On parle beaucoup moins de l'Inde, mais c'est un des trois pays les plus affectés à l'échelle mondiale. Donc vous voyez l'état des lieux en 2023. Ceci, ce sont des données d'une autre source de données, le Global Burden of Disease, qui essaye de quantifier le fardeau de toutes les maladies qui affectent la population humaine à travers le monde. Et depuis quelques années, ils ont un intérêt particulier pour la drépanocytose et d'autres hémoglobinopathies, comme les thalassémies. Et ils ont aussi collecté des données à travers le monde. On voit que le dessin est le même, c'est principalement des pays d'Afrique subsaharienne qui sont affectés. La différence par rapport à la carte précédente, c'est qu'ici, on parle de prévalence par 100 000 personnes, donc de nombre d'individus à travers tous les âges, pas seulement de naissance, qui sont affectés par la drépanocytose. On voit qu'il y a des parties de l'Afrique de l'Ouest qui sont particulièrement affectées, comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, qui est aussi en orange plus foncé, et on voit certaines parties de l'Inde où il y avait des données au niveau des États de l'Inde qui sont représentés, principalement avec une prévalence dans le nord. Le message qu'il faut retenir, c'est que 75% des naissances et des personnes affectées par la drépanocytose dans le monde sont basées en Afrique subsaharienne. Trois quarts des enfants ou des adultes affectés par la drépanocytose sont dans ces pays. Et on estime, mais c'est une estimation très approximative, qu'il y a à peu près 8 millions de drépanocytoses dans le monde. Il y a des estimations qui vont jusqu'à 30 millions ou plus. Donc, ce sont des estimations qui sont basées sur les données disponibles, et ces données disponibles, vu que c'est une maladie négligée, sont relativement limitées. Donc, pour parler plus concrètement en termes de chiffres, vous connaissez peut-être la situation en France, la situation aux États-Unis ou la situation dans votre pays local. J'ai ici choisi 5 pays. La République démocratique du Congo, un des pays les plus affectés par la drépanocytose, le Nigeria, un autre pays aussi très affecté, la France et les États-Unis comme pays à haut revenu comme référence aussi, dans lesquels il y a des systèmes de dépistage néonataux et universels, et l'Inde, comme j'ai mentionné, qui est déjà un des pays les plus affectés. Donc, j'ai 4 colonnes ici de données, des données sur la population totale de ces pays en 2022,
et 3 données spécifiques sur la drépanocytose. Des naissances affectées par la drépanocytose par an, des estimations du nombre de patients drépanocytaires en 2021 et le nombre de décès affectés par la drépanocytose. Donc le nombre de décès affectés par la drépanocytose dépend des données qu'on a sur ces patients qui sont identifiés et vont être largement sous-estimés dans des pays comme la RDC et le Nigeria. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, c'est que on a des données sur les succès de programmes de dépistage aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, et des succès de ces interventions. Donc, on voit qu'il y a 374 naissances à peu près, selon les estimations du GBD, du Global Burden of Disease, en 2021 affectées en France, et 23 décès. Ces données sont des estimations, comme je l'ai dit, et si on les met en perspective par rapport aux données de la RDC, on voit que les chiffres sont 100 fois plus importants. Je voulais souligner ces différences par rapport aux challenges, aux difficultés qu'il y a pour adresser le nombre de patients affectés par la drépanocytose dans ces pays. On pourrait dire que ce serait plus économique de mettre en place des interventions dans ces pays puisqu'elles bénéficieraient à un plus grand large de patients. Alors maintenant, ça c'est, j'ai mentionné les données, le problème des données qui nous manquent par rapport à la drépanocytose dans de nombreux pays. Ça, ce sont des données sur les dépistages des enfants, des nouveau-nés dans différents pays et différents types de dépistage, des programmes nationaux, universels en général, des programmes régionaux, des programmes pilotes ou des pays dans lesquels il n'y a pas de données sur le dépistage des nouveau-nés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, où c'est des programmes nationaux de dépistage. Mais dans la plupart des pays à haute prévalence, où le nombre de patients est élevé, comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, jusqu'à présent, il n'y a eu que des pilotes. Donc, on a besoin de meilleures données et d'initiatives plus larges pour pouvoir tester un maximum d'enfants drépanocytaires, de nouveau-nés drépanocytaires, et ensuite les suivre. Il ne faut pas oublier que la drépanocytose, c'est une maladie très complexe qui affecte, et on entendra plus de détails sur ces aspects-là dans des présentations ultérieures aujourd'hui, ça affecte une série de domaines du corps humain et tous les organes peuvent être affectés et il y a des différences. Donc on parle de la drépanocytose comme d'une seule maladie, mais c'est une maladie très complexe et il faut parfois spécifier les interventions qui vont être nécessaires en Afrique de l'Ouest par rapport à en Inde ou aux pays à haut revenu. Maintenant, le contexte africain, il est très particulier, et il est particulier pour différentes raisons. Pourquoi est-ce que la plupart des pays affectés sont en Afrique subsaharienne? C'est lié au paludisme, ça c'est un héritage des siècles précédents, mais il y a aussi un facteur important à l'heure actuelle qui est la fertilité. La fertilité dans les pays africains, comme vous le voyez sur la carte en haut à gauche, est encore beaucoup plus élevée dans la plupart des autres pays du monde. Donc ça alimente un nombre d'enfants plus élevé, un nombre d'enfants affectés plus élevé aussi. En même temps, hein, il y a le taux de mortalité infantile le plus élevé, est aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne, comme on le voit dans la carte en haut au milieu. On voit que les pays les plus foncés sont les pays dans lesquels les taux de mortalité infantile sont les plus hauts. Et sur la carte en haut à droite en bleu, on voit que c'est une mesure de développement des différents pays. De nouveau, ce sont les pays d'Afrique subsaharienne qui sont les moins développés, qui ont le moins de revenus pour gérer tous ces fardeaux de la santé. En plus de ces fardeaux de la santé, il y a aussi des problèmes d'alimentation, d'accès à l'eau potable qui sont importants pour les drépanocytaires. Comme reflété sur la carte en bas à gauche, on voit de nouveau les pays les plus affectés par des insécurités alimentaires pour des raisons environnementales ou notamment du changement climatique sont en Afrique subsaharienne. D'un point de vue soins de santé, les pays qui ont le moins de docteurs par personne sont aussi, vous l'avez deviné, en Afrique subsaharienne. Et ça a été très largement reflété lors de la pandémie du Covid et de l'accès au vaccin qui est reflété sur la carte en vert en bas à droite, où les populations qui ont eu le moins accès au vaccin pour la Covid étaient en Afrique subsaharienne. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir de la drépanocytose dans ce contexte difficile pour l'Afrique subsaharienne? Vu la fertilité élevée en Afrique subsaharienne, les choses ne vont faire que s'aggraver. Le nombre de patients drépanocytaires affectés dans ces pays va devenir de plus en plus élevé si on ne fait rien, si on ne met pas d'intervention en place.
Donc, c'est reflété sur ce cartogramme, qui est une carte déformée des pays du monde, qui montre les pays dans lesquels le nombre de naissances drépanocytées à affecter sont les plus grands par rapport à la taille du pays. Et on voit très bien que c'est l'Afrique subsaharienne, de nouveau, qui prédomine. Alors, est-ce qu'il faut être pessimiste? Non, je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste. On a des nouveaux outils à l'heure actuelle qui permettent d'envisager un meilleur dépistage et une meilleure gestion des enfants drépanocytaires dans tous ces pays et des adultes aussi. Et on va en entendre plus au cours de la journée aujourd'hui. Les points de dépistage, comme les tests Covid qu'on a peut-être tous utilisés au cours des récentes années, qui permettent à partir d'une goutte de sang d'identifier votre génotype, sont très efficaces dans des zones urbaines, mais surtout dans des zones rurales plus difficiles d'accès, parce qu'elles n'ont pas besoin d'électricité, elles n'ont pas besoin de chaînes du froid ou d'équipements particulièrement sophistiqués. La barrière principale à leur utilisation, c'est le coût. Au début, ils étaient propagandés comme des outils nettement moins chers que les méthodes traditionnelles de dépistage. Et il ne s'avère pas toujours qu'elles soient meilleur marché, donc ça va être une des clés de leur succès dans les années à venir. Un autre outil, et de nouveau, on va en entendre beaucoup parler durant cette journée, c'est l'hydroxyurée. Vous voyez une photo ici de Léon Chilolo avec un des enfants et Russell Ware, qui est un chercheur américain qui est un fervent adepte de l'hydroxyurée. Et les données des études qui ont été faites sur l'hydroxyurée chez les adultes et chez les enfants montrent que ça permet d'éviter de nombreuses complications, des événements vaso-occlusifs, mais aussi des infections, des événements de malaria, de transfusion et de décès. Donc pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plus dans les pays d'Afrique subsaharienne? C'est de nouveau des questions d'accessibilité, que les médicaments soient disponibles pour les patients qui en ont besoin, surtout dans les zones rurales ou dans les zones moins privilégiées, mais aussi de coûts. Souvent, ces médicaments ne sont pas accessibles à la plupart des populations d'Afrique subsaharienne. Quand ces interventions sont mises en place, ce sont des données d'une étude récente de Brigitte Rang dans plusieurs pays d'Afrique francophone qui sont encourageantes. La mortalité des patients drépanocytaires a tendance à régresser, à réduire, donc à avoir une meilleure survie des patients drépanocytaires dans les pays d'Afrique. Donc c'est une note d'optimisme que par rapport aux estimations précédentes sur la mortalité des drépanocytaires, on est peut-être sur la bonne voie, mais il y a beaucoup à faire. Alors bien sûr, vous avez tous entendu sans doute parler des thérapies géniques aussi, dont on parle depuis des décennies, mais qui deviennent de manière beaucoup plus concrète maintenant à l'horizon. Il y a quelques années, j'aurais dit, oh, c'est pas pour la période de ma vie. Maintenant, les premiers patients sont traités avec ces nouvelles thérapies géniques. Elles ont été approuvées aux États-Unis, au Royaume-Uni et par l'Union européenne. Maintenant, ce sont des traitements qui, à l'heure actuelle, coûtent des millions par patient, qui ne vont pas être accessibles à tous les patients. Donc, je ne crois pas que c'est la solution miracle pour la plupart de ces 75% des patients drépanocytaires à travers le monde. Donc, il faut rester réaliste. C'est quelque chose qui jouera son rôle, mais qui ne va pas changer la donne à court terme. Donc, ce dont on a besoin maintenant, c'est de stratégies pour pouvoir augmenter la perception de la drépanocytose. Et on a publié l'année passée une étude sur la drépanocytose qui mettait en avant 12 recommandations qui sont ici en anglais. Le résumé est accessible en français et dans différentes langues. Donc, je vous encourage à essayer de découvrir plus sur les recommandations qu'on a faites. Mais la conclusion de ce travail international sur la drépanocytose et sur le chemin à suivre à l'avenir, c'était qu'il existe des moyens simples et efficaces pour réduire la mortalité et la morbidité associées à la drépanocytose, que l'obstacle principal pour prévenir ces complications, c'est qu'elle est négligée, qu'elle est sous-financée et qu'elle est mal comprise.